toutes et à tous, l'ensemble des personnes présentes, chers collègues. Toujours dans le cadre de la commission d'enquête sur TikTok, nous avons le plaisir d'auditionner ce matin M. Benoît Loutrel, ancien directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, l'ARCEP, ancien directeur chargé des relations institutionnelles de Google France. C'est un aspect intéressant sur ce qu'on traite également, et aujourd'hui conseiller membre du collège de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'ARCOM. Autorité publique indépendante qui résulte, comme on le sait, de la fusion au 1er janvier 2022 du CSA et de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et de la protection des droits sur Internet, l'ADOPI. L'ARCOM est notamment compétente en matière de régulation des plateformes en ligne et des réseaux sociaux. Ces compétences ont progressivement été renforcées par les lois récentes relatives à la protection de l'enfance et de l'adolescence, à la manipulation de l'information, à la lutte contre la diffusion de fausses informations et la haine en ligne. Autant d'enjeux pour lesquels nous souhaiterions connaître les risques spécifiques de votre point de vue pour les utilisateurs de TikTok. Selon la presse, vous avez même reçu cette semaine le conseiller général de ByteDance à propos des critiques exprimées par l'ARCOM sur la faible qualité du rapport sur la lutte contre la désinformation remis par TikTok l'an dernier. Vous vous exprimerez sans doute sur ce point également, en tout cas c'est un point sur lequel on souhaiterait vous entendre. Je rappelle que cette audition est captée et retransmise en direct sur le site du Sénat. Et avant de vous laisser la parole pour un exposé liminaire d'une quinzaine de minutes, si vous aviez prévu les choses ainsi, je vais procéder aux formalités d'usage pour les commissions d'enquête. Je dois ainsi vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant simplement « je le jure ». Merci, Monsieur Loutrel. Vous avez donc la parole pour l'exposé liminaire, après quoi Monsieur le rapporteur ouvrira le bal des questions. J'en aurai bien une probablement, et qu'on puisse tourner auprès de l'ensemble des collègues et avoir un échange éclairant pour la Commission et pour tous ceux qui nous écoutent. Faux départ. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Aujourd'hui, je souhaitais partager effectivement en réponse à vos questions l'expérience qui est celle de l'ARCOM. Vous l'avez rappelé depuis maintenant 2018 avec le vote de la loi sur la lutte contre la manipulation de l'information. L'ARCOM est, en plus de ses missions traditionnelles de régulateur audiovisuel, devenu aussi un régulateur de ces nouvelles plateformes numériques de partage de contenu qui à la fois ont un succès fulgurant et à la fois, par les débordements qui les accompagnent, questionnent le fonctionnement de nos démocraties. Nous avons eu l'occasion, comme vous l'avez mentionné, communiquer en novembre dernier en faisant le point sur la mise en œuvre de la loi manipulation de l'information, à la fois de tout l'acquis qui était le nôtre de mettre en œuvre ces lois françaises et à la fois pointer les limites et spécifiquement épingler la société TikTok. Nous avons effectivement, depuis 2018, avec cette loi de lutte contre la manipulation de l'information, une dynamique en France très forte où le législateur, en créant ce devoir de coopération des grandes plateformes et de devoir de participer à la lutte contre la manipulation de l'information, a permis de créer une dynamique qui a fait que nous avons eu le sentiment d'être mieux armés pour faire face aux risques informationnels, aux risques d'interférences étrangères, le cas échéant, dans les processus électoraux. C'était l'objectif de cette loi. Nous avons vu à quel point le fait d'avoir une autorité publique qui soit désignée pour servir de point de coordination avait de la valeur, a permis aux plateformes de s'engager, de mieux se préparer à l'élection présidentielle. On a pu, en anticipation, les préparer à la mise en place de la commission électorale qui a suivi l'élection présidentielle, à travailler aussi, à échanger avec le Conseil constitutionnel pour avoir une mobilisation de toutes les plateformes et des pouvoirs publics sous l'égide des autorités en charge du suivi de l'élection et pour être mieux à même de faire face éventuellement à un trouble informationnel. Alors, il n'a pas eu lieu. La menace ne s'est pas concrétisée. Vous me permettrez cette formule, il y a eu une diversion tragique à l'est de l'Europe qui a sans doute expliqué cela, mais on a eu le sentiment à ce moment-là qu'on était beaucoup mieux préparé.
Alors, on a enchaîné cet exercice aussi. La loi exige que les plateformes s'engagent dans la lutte contre la manipulation de l'information, prennent des mesures proactives et, c'est crucial, les rendent transparentes. Non pas les partagent avec le régulateur, mais les rendent transparentes. C'est-à-dire que tout le monde puisse en prendre connaissance, que tout le monde puisse participer à comprendre ce que font les plateformes, parce qu'on souhaite à la fois, et c'était la sagesse du régulateur, qu'elles agissent, mais que tout le monde comprenne et qu'à la fin, on renforce bien la confiance. On a fait cet exercice et pour la première fois, il s'appliquait à TikTok. Dans les années précédentes, il ne s'appliquait pas à TikTok parce que l'entreprise n'avait pas franchi les seuils qui la soumettaient à cette obligation. Donc pour TikTok, à sa décharge, c'est la première fois que la plateforme était soumise à cet exercice. Mais nous avons dû constater que pour l'ensemble des plateformes, on commençait à atteindre les limites du système, où trop de nos questions avaient des réponses incomplètes ou des réponses ou simplement pas de réponse, mais qu'en plus pour TikTok c'était poussé à un niveau qui était plus fort. Et c'est pour ça qu'on les a publiquement épinglés. Je vous cite quelques termes qu'on a mis dans les documents qu'on rend publics, parce qu'on dit les choses. La déclaration est particulièrement imprécise, avec peu d'informations relatives aux services en France, aucun élément tangible permettant une évaluation des moyens mis en place, dispositif de signalement accessible mais peu visible, accessible via une icône en forme de flèche, symbolisant le repartage du contenu. Développement en 2022 d'une politique dédiée aux médias contrôlés par un État. Alors ça, c'était un point positif en soi, de dire, effectivement, parfois, il faut savoir aider les usagers d'une plateforme à faire la différence en disant, mais qui publie une information? Et éventuellement mettre information en disant, attention, cette information est publiée par un média qui est contrôlé par un État, qui peut avoir certaines visées. Et TikTok mettait ça en avant comme un point positif, et en signalant qu'ils avaient effectivement étiqueté les chaînes ukrainiennes, qui étaient contrôlées par l'État ukrainien dans une situation de guerre, pour mettre en garde en disant, mais interrogez-vous, est-ce que l'État ukrainien a un intérêt à pousser une certaine information? Et à notre grande surprise, on avait dû constater que les chaînes TikTok CGTN, China Global Television Network, qui est une chaîne d'État chinoise, n'avaient pas été étiquetées par TikTok comme une chaîne d'État. Et donc ça résume aussi une des difficultés qu'on avait, c'est-à-dire qu'on sent que cette entreprise, non seulement n'a pas répondu pleinement à nos questionnaires, mais surtout est encore dans un processus très jeune de construction de sa politique de modération, de documentation de sa politique de modération et de mise en œuvre cohérente de sa politique de modération. Et ce genre d'imprécision, clairement, nous posait problème et on a souhaité le rendre public. Démonstration aussi que le fait de soumettre une entreprise à une transparence a de la valeur, l'entreprise est revenue vers nous très vite en disant « nous avons corrigé cette erreur ». Vous pouvez aller sur TikTok et vous pourrez constater que les chaînes chinoises comme China Global Television Network sont maintenant identifiées de la même manière avec un avertissement « attention, c'est un média qui est contrôlé par le gouvernement chinois, faites preuve de sens critique ». D'une manière plus globale aussi, nous sentons que cette entreprise, où est sa spécificité ? Pour reprendre aussi, on rejoint les éléments que vous avez mis en avant dans la création de cette commission d'enquête. Elle est très jeune, elle a eu un succès fulgurant, et son succès commercial n'a pas été accompagné du même engagement à construire les mécanismes de responsabilité. Toutes ces entreprises, ces plateformes développent une activité dite de trust and safety, de confiance et de sécurité, c'est-à-dire les services de l'entreprise qui veillent à l'intégrité de la plateforme, qui veillent à ce qu'il n'y ait pas de troubles sur la plateforme, que les usagers de la plateforme ne soient pas en danger. C'est une activité qui, historiquement, dans ces plateformes, s'est développée de manière volontaire. Chez TikTok, on sent qu'ils n'ont pas mis autant d'énergie à développer cette activité au fur et à mesure de leur croissance commerciale. L'exercice que nous avons mené en novembre a montré toute la valeur de travailler avec les lois françaises et a aussi montré les limites. Les limites qu'on a pu mettre en évidence, c'est qu'effectivement, on n'avait pas une capacité à exiger cette transparence. Et parce que c'était des premières lois. Hein, la France a voté ses lois en 2018, l'Allemagne a voté une loi en 2019 qui était la loi NetzDG sur la haine en ligne. La France a revoté une loi sur la haine en ligne qui a été globalement invalidée par le Conseil constitutionnel, mais qui a mis en place un observatoire des plateformes qui a prouvé sa valeur comme étant une enceinte de discussion avec toutes les parties prenantes et qui avait créé un parquet national de la haine en ligne qui a beaucoup de valeur lui aussi. Et nous, on a conclu en disant notre exercice en novembre, nous avons un énorme acquis grâce à ces lois. Nous avons développé un savoir-faire, une capacité institutionnelle, une dynamique, et maintenant on est prêt à être plus ambitieux. Et depuis aussi,
nous avons maintenant la perspective de mettre en œuvre le cadre européen qui vient répondre à ces attentes. C'est-à-dire qu'il faut avoir conscience que les lois françaises, les lois allemandes ont servi à organiser la montée en compétence des pouvoirs publics, des législateurs, des régulateurs, des gouvernements, pour savoir comment se saisir vraiment encore plus globalement de ces sujets, de ces problématiques. Et depuis, nous sommes en train de basculer dans cette logique de préfiguration de la mise en œuvre du règlement sur les services numériques, qui va permettre d'aller beaucoup plus loin dans la mise en œuvre d'une exigence de responsabilité des très grandes plateformes et de TikTok en particulier. Ce qui va changer en allant de l'avant, c'est qu'effectivement, toute cette activité dite de sécurisation de la plateforme, d'intégrité de la plateforme, de trust and safety, cela relevait avant de la bonne gestion de l'entreprise, quasiment de l'engagement social RSE de l'entreprise. Aujourd'hui, avec le cadre européen qui se déploie, c'est une exigence légale. Et vous avez tout un réseau de régulateurs et un réseau de pouvoirs publics qui se mobilisent et dont le premier objet est en fait de permettre à tout le monde de participer à cet exercice de responsabilisation. Parce que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, que ça soit la haine en ligne, que ça soit la mise en danger des publics, alors ça peut être les mineurs, ça peut être simplement le fait que l'usage de ces plateformes renforce des addictions, provoque des problèmes de santé publique, d'obésité. C'est la problématique de tout le monde. Et ça n'est pas la problématique du régulateur. Et donc la fonction de régulation qui est créée dans le cadre européen est fondamentalement une fonction qui vise à permettre à tout le monde de se saisir de ces sujets, pour permettre d'agir collectivement, et non seulement pour mobiliser, mais aussi pour garder la confiance. Parce qu'on est au cœur du fonctionnement démocratique de nos sociétés, et ces plateformes sont à la fois des lieux dans lesquels on a étendu énormément notre capacité à exercer notre liberté d'expression, et c'est ça qui fonde aussi leur succès populaire, et à la fois ces nouvelles libertés appellent de nouvelles responsabilités. Donc ce cadre européen est fait pour renforcer très sensiblement la responsabilisation des grandes plateformes numériques et pour aussi permettre la mobilisation pour créer un meilleur sentiment de responsabilité des usagers qui font tout aussi partie de la solution et du problème. Et c'est tout l'enjeu de construire des citoyennetés numériques, un sentiment de citoyenneté numérique. Voilà ce que je peux dire peut-être en introduction, et je suis à disposition pour poursuivre la discussion en répondant à vos questions. S'il y a des éléments, je pense qu'à l'occasion des questions, oui, ça vous permettra de préciser. Monsieur le rapporteur. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci d'avoir répondu à notre invitation et de passer quelques moments avec nous. Et merci pour votre exposé préliminaire. Alors, je voulais... le secrétaire général de notre commission a envoyé préalablement à cette réunion un questionnaire détaillé, parce que l'ARCOM, c'est pas n'importe quel organisme, c'est-à-dire la régulation, ça implique beaucoup de sujets, y compris beaucoup de sujets qui vont jusque dans les détails, et donc il est difficile en une heure ou un peu plus de commission de poser toutes ces questions. Donc nous avons envoyé à M. Loutrel des questionnaires détaillés, et on va continuer ce dialogue après la réunion, en fonction notamment des réponses que vous nous apporterez, pour vraiment avoir une vision détaillée de l'ensemble des rapports actuellement qui sont ceux de l'ARCOM avec TikTok. Alors, avant que les autres sénateurs posent un certain nombre de questions, moi j'en ai pour ma part quelques-unes, qui fait d'ailleurs référence à l'introduction que vous avez faite il y a un instant, et notamment au début de votre discours. Vous avez rappelé que l'ARCOM a fait un rapport le 18 novembre 2022, et ce rapport était sur toutes les plateformes, bien entendu, mais il était particulièrement critique à l'égard de TikTok, pour la raison notamment que vous avez évoqué, celle d'une société plus jeune et qui n'a peut-être pas encore l'expérience des autres, bien que maintenant 5 ans d'expérience, ça commence à être important. Et vous avez ce rapport
que vous avez présenté à la presse était assez critique, c'est le moins qu'on puisse dire. Surtout de la part d'un organisme qui est tenu à une certaine, comment dire, à un certain vocabulaire, à une certaine façon de parler, un peu comme nous. C'est des mots qui sont quand même assez forts. Vous avez utilisé le statu quo n'est pas possible pour TikTok. Vous l'avez appelé un rattrapage accéléré pour faire face à ses obligations actuelles et futures, entre autres critiques. Alors, je voulais vous poser la première question par rapport à ce rapport qui date de novembre, donc qui date d'il y a quelques mois, 5 mois maintenant, presque 5 mois. Est-ce qu'il y a du nouveau? Où en est-on par rapport aux demandes que vous aviez formulées dans ce rapport? Est-ce que TikTok est revenu vers vous? Je sais qu'il est revenu vers vous puisque le 13 mars, c'est-à-dire il y a très peu de temps, cette semaine, le représentant institutionnel, je ne me rappelle plus, le conseiller général, a été reçu par Roch-Olivier Mestre. Est-ce que cet entretien a amené des choses nouvelles, et notamment une réponse aux questions que vous aviez posées dans ce rapport, ou en tout cas une réponse partielle, ou l'expression de difficulté à suivre vos recommandations? C'est ma première question. La deuxième question, elle vient de la deuxième chose que vous avez exprimée tout à l'heure, en ce qui concernait les personnes morales contrôlées par un État, et vous avez pris l'exemple de CCTN. Le problème se pose, est presque évident pour CCTN. En revanche, il se pose pour TikTok. Et je voudrais vous poser la question à ce sujet. La maison mère de TikTok, ByteDance, est donc, comme toutes les sociétés chinoises, tenue à un certain nombre de choses. La première, la loi chinoise qui oblige toutes les sociétés, et a fortiori les plateformes, à déférer à toutes les demandes et à coopérer, c'est le terme de la loi, avec les services de renseignement chinois. Deuxièmement, dans la direction de TikTok, il y a une cellule du Parti communiste chinois, de ByteDance, pardon, il y a une cellule du Parti communiste chinois. Il me semble que ça suffit, ou en tout cas que c'est des éléments pour caractériser le contrôle par un État d'une société. Est-ce que l'ARCOM fait la même interprétation, c'est-à-dire que ByteDance, d'une manière ou d'une autre, est une personne morale contrôlée au sens de l'article 233.3 du Code de commerce? C'est ma deuxième question. La troisième, et je vous l'ai déjà posée en partie, est-ce que vous pourriez, mais au-delà de ce que je posais dans ma première question, est-ce que lors de la réunion du lundi 13 mars entre M. Andersen et M. Roch-Olivier Mestre, il y a eu d'autres sujets, ce que éventuellement vous avez le droit d'évoquer, mais d'autres sujets qui ont été évoqués qui pourraient être intéressants pour notre commission? La quatrième question, c'est est-ce que l'ARCOM sera le Digital Services Coordinator pour la France du DSA? Parce que vous savez que le DSA met en place des Digital Services Coordinators pour chaque pays européen. Est-ce que c'est déjà décidé et est-ce que l'ARCOM sera le Digital Services Coordinator pour la France ou est-ce que ça n'est pas encore décidé? Cinquième question, est-ce que l'ARCOM est satisfaite des mesures mises en œuvre par le réseau TikTok pour vérifier l'âge de ses utilisateurs? Parce que c'est un sujet qui intéresse particulièrement, je l'ai vu lors des auditions précédentes, particulièrement certains de nos sénateurs et sénatrices. Les utilisateurs doivent être âgés d'au moins 13 ans. Il semble bien que beaucoup d'utilisateurs sont des enfants et à un âge bien inférieur à celui de 13 ans. Est-ce qu'il y a un moyen de vérifier la politique du TikTok et est-ce qu'elle vous paraît suffisante en la matière? Sinon, quelles recommandations est-ce que vous leur avez faites? De la même façon, est-ce que l'ARCOM est satisfaite des mesures prises par le réseau TikTok pour limiter le temps d'utilisation? Alors, comme on sait, le temps d'utilisation est limité de façon drastique en Chine, puisque au bout de 40 minutes, on est déconnecté. Ce qui montre d'ailleurs que TikTok lui-même se méfie sans doute des retentissements en matière d'addiction et d'autres pour ses utilisateurs. Ils ont annoncé qu'ils allaient appuyer cette politique en Europe et notamment en France, mais d'une part d'une façon beaucoup plus modérée, c'est-à-dire non pas en déconnectant mais en prévenant qu'on est au bout d'une heure, donc ce qui laisse l'utilisateur pouvoir continuer de le faire.
Est-ce que, à votre connaissance, ce système a été mis en place ou est-ce que, comme c'est souvent le cas de la part des plateformes, c'est une annonce et puis on la satisfera le jour où on voudra? Je voulais vous demander enfin, que pensez-vous des interdictions? C'est un sujet important parce qu'il est d'actualité et qu'il ouvre une boîte de Pandore, évidemment. La Commission européenne, le Parlement européen viennent d'interdire, comme beaucoup de gouvernements, de plus en plus, le gouvernement américain notamment, canadien et plusieurs gouvernements européens, à leurs fonctionnaires d'utiliser l'application TikTok sur leur téléphone professionnel et de déconseiller fortement d'utiliser sur leur téléphone personnel. Que pensez-vous de ces interdictions? Et évidemment, si c'est le cas de la Commission européenne, et s'il y a, est-ce que vous avez des... puisqu'ils n'ont pas donné la raison exacte, ils ont vaguement parlé de transfert de données, j'imagine qu'ils n'avaient pas envie d'un incident diplomatique avec certains gouvernements, extra-européens d'ailleurs. Est-ce que... Quelle est votre réflexion à ce sujet, puisque ça veut dire que si la Commission européenne se pose des problèmes de transfert de données, ça concerne tous les gouvernements européens, et notamment le gouvernement français, et notamment l'État français, bien entendu. Donc, quelle conclusion en tirez-vous de ce point de vue-là? Que pensez-vous du projet Clover annoncé récemment par les représentants de TikTok en Europe, qui consiste à localiser les centres de données sur le sol de l'Union européenne? Parce que je rappelle qu'actuellement, si je ne me trompe pas, ça ne l'est pas, c'est à Singapour et aux États-Unis. Est-ce que ça vous paraît suffisant pour assurer la sécurité des données? Est-ce que vous pensez que ce qui est allégué par pas mal de chercheurs en informatique, que les backdoors sont toujours, enfin les portes dérobées sont toujours possibles, et que c'est une assurance qui paraît bien faible? Et puis je voudrais vous poser une dernière question qui date de cette nuit, dans la saga du US Government versus TikTok, si on peut dire, et qui dure depuis déjà un certain temps. Cette nuit, nous avons appris la décision du gouvernement américain, après beaucoup de discussions et de préparation de projets de loi, voire de menaces d'interdiction, qui vient de demander à ByteDance de vendre TikTok, un petit peu de la même façon que le gouvernement américain avait demandé à Grindr, avait forcé la vente de Grindr, étant donné évidemment les menaces de chantage évidentes qui pouvaient exister par rapport aux utilisateurs de la part d'un gouvernement non démocratique. Donc voilà, si vous avez peut-être pas eu le temps de vous pencher sur ce sujet, mais si par hasard vous avez une première impression, j'aimerais bien que vous nous disiez ce que vous en pensez. Merci, monsieur le rapporteur, pour ces questions. Je vais me permettre d'évacuer une partie des questions, toutes celles qui ont trait à la protection de la vie privée, à la protection des données. L'ARCOM n'a aucune compétence sur le sujet. Nous n'avons pas ce mandat, nous n'avons pas développé cette compétence, et nous suivrons les consignes gouvernementales, comme tous les services de l'État, si consignes gouvernementales il y a sur le sujet. Si je reprends vos questions réciproquement dans l'ordre. Alors, TikTok a effectivement 4 ou 5 ans d'expérience, on les a épinglés, et derrière, alors, on se bat avec toutes les plateformes, et avec TikTok la première, pour leur dire: ne venez pas répondre à nos questions. Vous répondez publiquement à nos questions. Nous ne voulons pas, nous, être rassurés, nous voulons que tout le monde soit convaincu de la réalité de ce que vous faites. Et c'est intéressant parce qu'initialement, on demandait aux plateformes, en appliquant la loi de 2018 sur la lutte contre la manipulation de l'information, en disant: faites un rapport à l'ARCOM, l'ARCOM fait un rapport de synthèse. Pour la première fois l'année dernière, on a dit: non, vous faites un rapport aux Français. Ces rapports ont été rendus publics dès qu'on les a reçus. Et ils ont été critiqués dans les médias. Facebook avait été un peu accroché par un média audiovisuel, était revenu vers nous, on leur dit: ben oui, c'est le but. C'est collectivement qu'on va juger de la réalité de ce que vous faites, et pas uniquement le régulateur, parce que même si on a quelques moyens,
nos moyens sont dérisoires par rapport à la puissance de ces plateformes et par rapport à la multiplicité des sujets qu'il faut apprécier et de savoir quelle est la pertinence de leurs réponses. Et donc là, dans cette réunion, effectivement, lundi soir, où était présent le directeur juridique monde de TikTok, Roch-Olivier Mestre et moi-même, et un certain nombre d'autres représentants de TikTok, quelque part, ils nous ont dit, oui, on a entendu votre message, on travaille à la résolution, on peut vous expliquer, et on répond tout de suite, non. Vous rendez public. Vous devez, et donc, on veille, mais soigneusement, à ce que on ne s'enferme pas dans un dialogue porte fermée avec ces plateformes. Ce qui est en jeu, c'est un sujet vraiment à la fois d'obtenir qu'elles durcissent leur plateforme, qu'elles soient plus rigoureuses dans la manière dont elles les gèrent, et à la fois de préserver la confiance dans nos espaces informationnels. Ce sont des plateformes d'information. Et donc, c'est collectivement qu'on doit réussir à se convaincre qu'elles sont plus responsables. Et donc, de ce point de vue-là, je vous décevrai toujours parce que, encore une fois, nous repoussons en permanence leur tentative de dire on est prêt à vous en dire plus. Et on dit non, nous ne voulons pas en savoir plus. Nous voulons que collectivement nous en sachions plus, pour que collectivement nous puissions critiquer, au sens positif du terme, évaluer ce que vous faites, et pour qu'on puisse obtenir derrière une réaction et un réajustement quand ce n'est pas satisfaisant. Ces sujets sont trop importants. Est-ce que, simplement pour ne pas vous faire revenir là-dessus après, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec les recommandations que font certains grands d'une part et puis des services plus étatiques d'autre part sur les questions de cybersécurité, consistant à dire il faut partager l'information. C'est-à-dire quand on a subi une attaque, ça ne sert à rien de le garder pour soi, d'essayer de faire en sorte que ça ne se voit pas. Au contraire, il faut entre nous, dans l'écosystème, partager l'information, c'est la même logique, dire ce qui s'est passé pour que collectivement on résolve le problème et de ne pas être, selon l'expression consacrée, en silo. Est-ce que sur la question du contrôle de la qualité de l'information, c'est la même logique que vous proposez là d'adopter, de développer? Elle est poussée encore beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin parce que il y a une vérité scientifique de la sécurité, alors que là on parle d'information. Et sur l'information, il n'y a pas de ministère de la vérité. Et donc il s'agit vraiment de créer la confiance de tout le monde et de surtout veiller à ce que tout le monde puisse se forger son opinion, puisse apprécier, puisse critiquer, et pour qu'on rassemble les gens dans cette démarche collective, on décentralise la régulation. C'est aussi une condition, là où on rejoint par rapport à la cybersécurité, de mobilisation collective. De dire effectivement, ne nous enfermons pas individuellement, chacun face à nos difficultés, c'est collectivement. C'est une question qui taraude tout le monde depuis maintenant un certain nombre d'années, autant au niveau français qu'au niveau européen, qu'au niveau américain. Comment répondre à la puissance de la globalité des plateformes? Et la réponse, c'est avec la puissance de la démocratie, en mobilisant une démarche totalement horizontale et en permettant à tout le monde de participer à cet exercice. Et la première audition auquel vous avez procédé avec Marc Fadoul était extrêmement importante pour nous. C'est l'enjeu de mobiliser le monde académique. Quand vous y réfléchissez, comment est-ce qu'on régule la presse? C'est la loi de 1881. Il y a très peu d'intervention du juge derrière. Et pourtant, en fait, la loi de 1880, c'est avant tout une obligation de transparence. Liberté de la presse, mais exigence de faire un dépôt légal, de dire tout le monde peut voir la presse. Oui, mais quand vous prenez certains médias complotistes, ça ne les arrête pas. Quand vous regardez comment M. Prigorine construit des fausses informations, il crée un site web avec la responsabilité du directeur de la publication et ça ne suffit pas à l'arrêter. Donc il faut pas elle est réelle, mais elle n'est pas mise en œuvre si souvent. Et en fait, il y a une autre régulation qui se fait, qui est fondée sur la transparence, où tous les médias se critiquent et se surveillent entre eux. Toutes les universités de France et de Navarre ont un département sciences de l'information, sciences politiques, sciences sociales, qui analyse comment fonctionne l'écosystème médiatique et qui crée des cordes de rappel. On le voit, et c'est ça qu'il faut recréer. Aujourd'hui, on a une asymétrie d'information beaucoup trop forte entre ces plateformes, la réalité de ce qu'elles font, et cette transparence qui est facile à exiger sur des médias éditorialisés est très dure à construire sur des médias algorithmiques, parce qu'ils traitent l'information à l'échelle, et en individualisant le contenu.
Vous observez votre TikTok, j'observe mon compte Facebook, mais ça ne me dit pas ce qu'il y a sur le vôtre, parce que ce que je vois, c'est le résultat de toute une série de traitements algorithmiques qui sont individualisés avec les informations qu'ils détiennent sur moi. Et donc, si on veut comprendre ce qu'ils font, il faut comprendre comment ils fonctionnent à l'échelle. Comment est-ce que leurs algorithmes sculptent l'information. Version très optimiste, ils peuvent, en traitant l'information, mettre en avant les contenus qui renforcent la prise de conscience du besoin de gérer la transition écologique. Version négative, ils ne peuvent pas faire le contraire. Et donc il faut arriver à détruire cette asymétrie d'information, et ça passe par le fait que, grâce au règlement sur les services numériques européens, on va pouvoir exiger une transparence sortante, où ils vont révéler une information qu'ils ont, quelle est l'intention qu'ils ont mis dans leurs algorithmes. Mais on va pouvoir exiger une transparence entrante, où de l'extérieur, on va pouvoir révéler des informations qu'ils n'ont pas, qui sont éventuellement, est-ce que leurs algorithmes ont des effets non intentionnels, ou révéler des choses qu'ils essayent de nous cacher. Et donc, vous avez eu un exemple formidable avec les travaux de Marc Fadoul qui ont été présentés lundi, où, sans qu'il ait besoin de la coopération de la plateforme, il a développé des travaux d'observation où il peut révéler des comportements de la plateforme. On peut révéler des effets, des biais algorithmiques, révéler qu'éventuellement un algorithme a pour effet de pousser trop de contenus qui vont augmenter les problèmes d'obésité en France. Et ça fait partie du modèle de régulation. Et c'est ça qu'il faut arriver à passer à l'échelle aussi. Et donc à l'échelle, ça veut dire à ce que dans toutes nos universités, les départements de sciences politiques, de sciences sociales, de sciences de l'information, dans des travaux interdisciplinaires, arrivent à se saisir de ces sujets pour révéler où sont les difficultés, où sont les risques, et pour évaluer collectivement la pertinence des réponses de ces plateformes. Et donc ça, c'est vraiment l'enjeu le plus fort. Et donc on martèle ça à TikTok. TikTok est venu nous voir et commence à nous dire « j'ai commencé à mettre en place un programme d'accès des chercheurs aux données ». On leur dit « où ? Où est l'information? Est-elle publique? Quels sont les laboratoires qui peuvent s'en saisir? Vont-ils être en mesure de faire des recherches de manière indépendante ?» C'est des sujets tellement importants qu'on s'en est déjà saisi avant même l'adoption du règlement sur les services numériques. L'ARCOM a lancé une consultation publique sur l'accès des chercheurs aux données des grandes plateformes à l'été dernier, en juillet dernier. Le règlement n'était pas encore adopté. Mais on savait, l'accord politique était passé, donc on savait que cet élément était déjà présent dans le règlement, parce qu'il y a tout un travail de mobilisation, et on est en train d'armer une mécanique extrêmement puissante, parce qu'elle est décentralisée dans nos démocraties. Alors, vous me demandez, est-ce que c'est une personne morale contrôlée au sens de l'article du Code du commerce? On n'a pas répondu à la question en tant que telle, parce que d'abord, elle n'a pas de conséquences juridiques pour nous dans le cadre juridique actuel. Mais au-delà, j'aurais tendance à dire que ce contrôle soit réel ou fantasmé, ça a quasiment le même effet. Au sens où ça exigera de TikTok un effort supplémentaire par rapport à d'autres plateformes pour recréer la confiance légitime. Et on a essayé de leur faire toucher ça du doigt en disant « mais c'est un état de fait ». Et donc, compte tenu du part que vous n'avez pas construit, il y a un vrai décalage. Et effectivement, vous avez cité les propos qu'on a eus dans la conférence de presse en disant le statu quo n'est pas possible. Et moi, je souhaite insister sur ce point-là parce que vous avez ce retard de jeunesse. Vous avez un retard que l'entreprise elle-même, elle l'expliquait lundi soir, qualifiait un peu de culturel en disant mais nous ne sommes pas encore une entreprise cotée, donc nous ne sommes pas habitués à ces obligations de transparence qui viennent de la réglementation des marchés financiers. Mais au-delà, on sent qu'effectivement, cette entreprise n'a pas eu la même naissance que les grandes plateformes américaines, qui sont nées avec une pression de la société civile américaine beaucoup plus forte. Et le règlement sur les services numériques, toute la démarche européenne a été construite en disant on ne peut pas se satisfaire de la démarche américaine qui repose avec un socle très léger juridique, cette section 230 qui était l'équivalent de la directive e-commerce en Europe, et d'une autorégulation sous pression de la société civile, qui à la fois est bonne. On a pu le voir, il y a un acquis énorme, et on a réalisé cet acquis typiquement en comparant avec TikTok, où on n'avait pas cet acquis. Et à la fois, déjà pour les Américains, on dit on n'est pas suffisant, on en veut plus en Europe, et donc c'est pour ça que l'Europe
après l'expérience française et allemande, a construit tout ce régime, mais on voit qu'il est encore plus nécessaire pour TikTok, parce qu'il y a tous ces décalages à rattraper. Décalage de jeunesse, décalage culturel, et en plus cette suspicion, réelle ou nous on n'a pas besoin de l'établir, mais qui crée, qui peut éroder la confiance et qui justifie que la plateforme en fasse plus. Et c'est le type de discussion qu'on a eue avec eux, et c'est de leur dire, mais vous allez devoir en faire plus si vous voulez ne serait-ce qu'arriver au niveau de vos collègues des plateformes Facebook, Twitter ou Instagram. Je poursuis dans la réponse à vos questions. Je vous remercie de la question piège. Allons-nous être le DSC? Le choix du DSC, c'est le choix du... Ça se formalisera par une loi. Et en France, c'est le Parlement qui vote les lois sur proposition du gouvernement. Donc, mais ce que je veux dire, nous nous y préparons. Nous sommes candidats. Toutes les lois votées par le Parlement français depuis 5 ans nous demandent de nous y préparer. Nous avons été extrêmement engagés dans le débat, dans la construction, la France du DSA, et l'ARCOM se prépare. Donc, je vous le dis, c'est cet exemple. Vous avez cet article 40 dans le règlement sur les services numériques qui donne ce droit d'accès à des chercheurs qualifiés aux données des plateformes, qui est une mécanique extrêmement puissante, mais qui va être compliquée à mettre en œuvre parce qu'il va falloir l'articuler avec le droit à la protection privée et donc avec le règlement général de la protection des données. Et donc, depuis déjà 1 an, nous travaillons pied à pied avec la CNIL à nos côtés pour commencer à mobiliser les équipes de recherche et avec l'espoir que la France sera à l'avant-garde de la mise en œuvre du DSA, parce que ce règlement sur les services numériques à la fois crée une dynamique européenne qui va donner une puissance bien plus forte, et à la fois laisse l'espace à ce que chaque pays s'engage lui-même pour revenir. Je pense que c'est un point important à comprendre. Vous voyez, on va avoir toute une série d'inquiétudes légitimes sur les plateformes, qui vont se construire sur les travaux des enquêtes journalistiques, des travaux de recherche médicaux, des travaux de recherche d'un département de sociologie sur la manipulation de l'information. Et ça, en fait, c'est dans la construction du règlement européen, c'est ce qu'on appelle un risque systémique. De dire, ben voilà, les très grandes plateformes sont soumises à une obligation de dire, par leur existence, elles provoquent des risques systémiques dans nos sociétés. Le règlement pré-identifie le risque systémique, manipulation de l'information. Et le règlement exige pour les très grandes plateformes comme TikTok de dire, dès lors que vous êtes désigné très grande plateforme, vous devez identifier vos risques systémiques et les rendre publics. Prendre des plans de réduction du risque et les rendre publics. Les soumettre à des audits pour vérifier que ce que vous annoncez, vous le mettez effectivement en œuvre. Et en plus, par le biais de l'accès des chercheurs aux données, vous soumettre à des évaluations indépendantes. Et le système est itératif. Et donc la dynamique du règlement européen, c'est ça aussi qu'on a retenu des expériences des lois françaises et allemandes. Il faut construire dans le règlement une capacité d'adaptation aux problèmes du futur, pour ne pas courir toujours après les problèmes et avoir bien des lois qui sont adaptatives. C'est aussi pour ça qu'on a introduit un réseau de régulateurs dedans, un ingrédient qui n'était pas présent dans la directive e-commerce, pour utiliser et activer cette boîte à outils. Et donc on va avoir un exercice itératif. Les premiers exercices vont être décevants. Ils vont revenir en disant, avec un schéma, en disant tout va bien, j'ai identifié mes risques, et la dynamique va se lancer, les régulateurs vont s'engager, on va mobiliser. Et donc, vous voyez, ces régulateurs, vous l'avez mentionné, la question de qui va être le coordinateur pour les services numériques, le CSN en français, le DSC en anglais, il y a ce mot coordinateur qui est mis pour dire à quel point le régulateur n'est pas un régulateur qui va tout ramener à lui, mais qui au contraire va veiller à ce que tout le monde puisse participer à cet exercice pour critiquer ses efforts. Et on voit que ça fonctionne, y compris donc avec des approches où on peut éviter d'aller mettre des sanctions, parce que le but n'est pas de mettre des sanctions, le but est d'arriver à obtenir que les comportements se modifient. Et donc effectivement, on voit que la plateforme est déjà en train d'entendre le souffle du boulet européen et dit « Ah oui, bon, je vais peut-être mettre en place des outils de réduction du temps d'écran. On a les mêmes questions que vous, en disant « Vous avez fait une annonce, les annonces, ça ne vaut rien. Où sont les éléments? Est-ce que c'est tangible ou pas ?» et on commence à avoir ces dynamiques positives. C'est ça qui est en train de se préparer, et c'est à ça qu'on se prépare à l'ARCOM. Alors je ne sais pas si on peut comparer la situation américaine et la situation européenne, parce que
jusqu'à il y a peu, les deux situations étaient comparables, au sens où l'Union européenne et les États-Unis avaient mis en place un régime juridique qui était propice au développement des plateformes. C'est la directive e-commerce, avec son régime de responsabilité limitée à raison des contenus, qui a son équivalent américain, qui a la section 230. Là où les deux continents divergent, c'est que la dynamique politique aux États-Unis est bloquée. Et nous, on interroge tous les acteurs qu'on rencontre qui viennent des États-Unis, et on dit, mais est-ce qu'il y a une perspective qu'il y ait des grandes lois qui soient votées aux États-Unis? Et la réponse, on dit non. Et donc les Américains sont bloqués avec la section 230 et rien d'autre. Là où l'Europe a voté ce règlement sur les services numériques. Et donc ça peut changer la situation parce que c'est effectivement une capacité, et c'est intéressant parce qu'on voit énormément d'engagement qui vient d'Amérique du Nord vers l'Europe pour nous aider à réussir le démarrage de ce règlement parce qu'ils sont en train d'en voir le potentiel. Et une question, si je peux me permettre, qui n'a pas été posée à Marc Fadoul lundi, c'est de savoir comment est-ce qu'il finance ses travaux. Et en partie, la réponse est par des financements qui viennent de fondations américaines. Et là, il y a un enjeu énorme. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on va plus loin pour mettre en œuvre et réussir la mise en œuvre du règlement sur les services numériques? Il faut d'abord une loi qui va faire la partie institutionnelle en France, mais il y a un enjeu de savoir comment on lance des programmes de financement de la recherche publique, parce qu'en France, on sera plus et en Europe en général, plus dans des logiques de financement public que de financement par des fondations privées, pour relancer des programmes multidisciplinaires dans toutes les universités de France et de Navarre, pour qu'on se saisisse de ces sujets, on analyse où sont les dynamiques sur ces nouvelles plateformes, où certes une partie il y a des bad guys, il y a des méchants, mais il y a aussi beaucoup de sujets qui viennent de nos comportements, de nos usages du numérique, et qu'il faut mieux comprendre pour pouvoir y répondre, pour pouvoir mobiliser et créer un nouveau sentiment de citoyenneté numérique du côté des usagers, et pour pouvoir faire des nouvelles demandes en disant on découvre qu'il y a un nouveau risque systémique bon, certes, ça n'était pas votre intention, mais qui est très réel, et sur lequel on vous demande de vous mobiliser. Et aujourd'hui, la question qu'on a, c'est comment on peut espérer multiplier les travaux comme ceux qui sont mis en œuvre par Marc Fadoul, par le laboratoire de recherche de Sciences Po, le Media Lab à Paris, par les équipes qui sont à Lille, que je vais aller rencontrer dans une semaine, par des équipes qui sont aussi à l'université d'Aix-Marseille. C'est un travail collectif. Et il faudra un financement pour ces travaux et qui sont interdisciplinaires parce qu'à chaque fois, il faut croiser des recherches en santé publique et en sciences de l'information, des recherches en sociologie et en sciences de l'information et stimuler et utiliser le potentiel de nos universités, qui est l'endroit aussi accessoirement où vous avez des jeunes et des cerveaux qui sont capables de s'approprier ces technologies numériques, ces technologies d'intelligence artificielle, qui est aussi un autre défi de savoir comment on crée ces capacités institutionnelles. Aujourd'hui, on a la loi européenne qui vient d'être votée est très puissante. Et maintenant, la question, c'est à quelle vitesse on construit les institutions et les hommes et les femmes pour les mettre en œuvre. Et donc l'enjeu aussi d'aller chercher les chercheurs, c'est très opportuniste. C'est aussi l'enjeu d'aller chercher les enseignants et leurs étudiants qui sont à côté d'eux pour les amener à s'engager dans la mise en œuvre de ce règlement. Est-ce que vous aviez épuisé les questions de monsieur le rapporteur ou pas, non? Je vous avais posé la question sur votre opinion sur les interdictions de la Commission européenne, Parlement européen, des l'utilisation de l'application par les fonctionnaires, des téléphones, etc. C'est un problème de sécurité des données. On n'a pas de compétence sur le sujet, et donc on attend, s'il y a une décision des autorités publiques françaises, nous la suivrons comme tous les services de l'État. Oui, d'accord. Merci. Je vais poser une petite question, puis après je vais passer au collègue. J'en avais prévu une, mais le dernier point que vous évoquez, parce que c'est intéressant de voir finalement dans les politiques publiques, on ne réinvente pas l'eau chaude, c'est-à-dire qu'il y a des postures et des façons de faire qui, s'agissant du contrôle de gros acteurs économiques, peuvent être un peu les mêmes. Vous avez parlé au début de votre intervention d'une question de citoyenneté numérique. Je vois bien que c'est ça qui irrigue l'ensemble sur la question du contrôle, de la prise de conscience collective,
du caractère de l'impératif démocratique de tout cela. Mais de la même façon que d'un point de vue écologique, on a mis en œuvre, puis développé de secteur en secteur des questions par exemple d'éco-participation, auxquelles les gens sont parfaitement habitués maintenant quand ils ont un appareil électroménager ou quelque chose, ils savent qu'ils payent pour un changement, une éco-participation. Quand on voit les milliards qui sont investis par les grandes entreprises du numérique ou certaines plateformes qui font l'ensemble de leur développement d'un point de vue numérique, je pense notamment à Amazon, enfin j'ai plus le chiffre en tête, mais ça dépasse la quinzaine de milliards, je crois, d'investissement dans la recherche et développement. Est-ce qu'il n'y a pas là un vivier sur lequel on peut aller taper, entre guillemets, avec le même état d'esprit que des questions d'éco-participation, que eux-mêmes participent au financement de leur propre contrôle? Et est-ce que ça vaut pour tout le monde autant que pour TikTok? Puis j'aurai une autre petite question après. Alors, le règlement sur les services numériques prévoit effectivement qu'ils doivent contribuer au financement de la fonction de régulation. Donc il y a déjà, là, la Commission européenne s'est lancée et préfinance son activité, mais c'est pour ça que le premier acte qu'ils font, c'est de désigner les très grandes plateformes et du coup d'amorcer le mécanisme financier qui va les amener à contribuer au financement de leur propre régulation. Mais au-delà, effectivement, nous, on se bat avec eux pour obtenir qu'ils s'engagent effectivement. Pour beaucoup, il y a un enjeu économique qui est phénoménal. En quoi l'autorégulation était insatisfaisante? Elle était insatisfaisante parce qu'on voyait bien qu'au sein même de ces entreprises, l'allocation des moyens entre financer la croissance, le développement et financer la stabilisation, la gestion proactive des effets non intentionnels était inadéquate et que les incitations n'étaient pas les bonnes. Et donc, effectivement, le règlement vise à les forcer justement, à leur enlever cette degré de liberté, à leur dire ça n'est plus justement de la bonne gestion à votre initiative, c'est une obligation légale et le régime de sanctions est très sévère qui peut être activé s'il y avait défaut de moyens. Et donc on va les forcer à investir et à déplacer les curseurs. Et notamment, il y a une lutte de savoir où vont les ingénieurs dans ces maisons, à savoir à développer le dernier produit ou à mettre à niveau tout l'exercice de reporting, de mesure des effets pervers. Et typiquement, c'est le reproche qu'on fait à TikTok quand on dit que le statu quo n'est pas possible, c'est bien que les moyens qui ont été mis à assurer la croissance de son activité l'ont été au détriment de la croissance au même moment de tous les mécanismes de stabilisation. Et c'est en ça qu'on a dénoncé que le statu quo n'était pas possible. Et c'est en ça qu'on a dit, mais les lois françaises ne suivent pas, il faut basculer sur la loi européenne. C'est la première urgence maintenant. Avant de passer la parole, je pense que ça appelle juste un oui ou un non. Vous avez dit que vous n'aviez pas constaté, dans le cadre de l'élection du président de la République, d'éléments. Il y a eu, entre guillemets, ce que vous avez appelé la diversion des événements en Ukraine, qui ont fait que vous n'avez pas eu à traiter ce problème-là. Nous avons connu un scrutin sur lequel il y avait des craintes exprimées publiquement d'ingérence, et non des moindres, qui est un peu lié à TikTok, sur la Nouvelle-Calédonie au moment du référendum. Tout pareil, vous n'avez pas eu à relever d'incidents particuliers? C'est intéressant que vous le mentionniez parce qu'effectivement, quand en 2021, on a commencé à se préparer à l'élection présidentielle, on essaye avec toutes ces grandes plateformes de nouer une relation de confiance et notamment avec les gens qui seront amenés à prendre les décisions, le cas échéant, en période de crise. Pour être sûr que si c'est le cas, on puisse établir tout de suite une relation avec eux, avec la commission électorale, avec le conseil constitutionnel si nécessaire. Et on était dans une telle discussion avec Google, et avant qu'on ait posé la question, ils ont dit « on a bien compris, vous avez l'élection présidentielle, on sera mobilisé ». Et on leur a répondu « oui, mais avant, on a une élection qui a lieu en Nouvelle-Calédonie ». Donc là, on a vu les yeux, et on dit l'Indo-Pacifique, l'actualité a fait que brutalement ils ont situé. Et effectivement, et c'est intéressant parce qu'on voit que sur le coup, ils nous ont regardé en disant mais il y a 200 000 habitants. C'est tout petit à leur échelle. Et en fait, la réponse a été tout de suite de dire mais maintenant que vous nous le dites, oui, on sait mettre le focus pour surveiller cette zone dans la période où c'est important pour vous. Et donc on voit que c'est ce type de relation intéressante qu'on peut construire, et on retrouve ça dans le cadre européen aussi, où
où il y a un rôle, une coopération intelligente à faire entre les pays sur lesquels ces plateformes opèrent, et les sociétés civiles, les autorités publiques et les plateformes, pour obtenir leur mobilisation là où c'est important au bon moment. Et effectivement, à l'époque, on avait envoyé les demandes à Facebook, à Google. À l'époque, TikTok, la loi ne s'y appliquait pas, mais on avait mobilisé tout le monde pour dire suivons cette élection parce que à cette échelle, le risque est là. À ma connaissance, là aussi, rien n'a été constaté. C'était ça la question. Et est-ce que vous diriez, comme l'a évoqué M. Fadoul l'autre jour, mais vous l'avez dit plus qu'en filigrane, mais est-ce qu'on peut dire de manière un peu sèchement que cette entreprise dit non, c'est pas oui. Est-ce que les ingénieurs, les moyens sont mis sur là où ça doit être mis ou sur le développement du dernier produit pour faire de l'argent? Est-ce qu'ils sont débordés par leur propre développement? Le constat qu'on fait, c'est ce décalage. Nous avons fait ce constat. Nous avons constaté le décalage entre le succès commercial fulgurant et le fait que cet engagement et cette prise de conscience de leur responsabilité au moment même où les lois françaises étaient connues, elles ne leur étaient pas immédiatement applicables parce qu'ils n'avaient pas la taille, mais ils voyaient comment on les appliquait avec leurs concurrents. Ils s'observent les uns les autres. Et on voit l'enjeu particulier d'y faire face, parce que vous voyez aussi à quel point le succès fulgurant de TikTok a des conséquences concurrentielles. Facebook Meta a modifié le fonctionnement d'Instagram pour essayer de suivre TikTok, et c'est la pression de ses usagers qui l'a arrêté. Regardez sur YouTube, vous voyez qu'il y a un nouveau format qui est apparu, de vidéos très courtes, sur le même modèle que TikTok. Donc on voit à quel point effectivement leur succès a des conséquences sur les autres, et à quel point il est nécessaire d'avoir un cadre européen qui relève pas de la bonne volonté des acteurs, mais qui est exigé pour empêcher justement ces décalages entre la concurrence commerciale et qui se fasse au prix d'une déresponsabilisation des acteurs. Alors, André Gattolin, est-ce que d'autres collègues souhaitent poser une question à ce stade, et après M. Dessus? Très bien. Oui, merci Monsieur le Président. Oui, messieurs, une première remarque, je suis resté un peu sur ma faim quand on vous a posé la question de la spécificité de TikTok. Vous avez dit que c'est un média jeune. Bon, d'accord. La jeunesse peut expliquer la croissance. J'aurais aimé peut-être plus de caractérisation compte tenu des compétences de l'ARCOM, y compris en termes de nature de contenu. Ça, c'est la première chose. Je pense que c'est pas le seul qualificatif qu'on pourrait avoir. Notamment, il y en a un en particulier. Alors, on parle des conséquences de l'addiction. Il y a l'usage systématique, au-delà des vidéos courtes, des systèmes de défis, de challenge, qui incitent des groupes de jeunes à la transgression et la surtransgression. C'est un phénomène qu'on a très peu ou pratiquement pas sur les autres réseaux sociaux. Après, je ne sais pas si vous avez des services qui suivent un petit peu ou qui tentent de suivre les contenus de TikTok, mais c'est quand même intéressant. L'autre aspect qui se pose, c'est celui de la censure. Bon, il se trouve que je travaille depuis quelques années sur la question des ingérences étrangères. Le nombre de personnes qui m'ont contacté à ce propos, notamment de chercheurs qui ont eu le malheur de passer un court message soutenant les Ouïghours, ont vu non seulement leur message supprimé, puis leur compte fermé. Donc je pense qu'on a un vrai problème en France. On a une plateforme sur un certain nombre de délits qui s'appelle Pharos, qui fonctionne bien. On n'a pas de plateforme un peu neutre et ouverte de fonctionnement. D'ailleurs, je vous conseille de prendre langue avec la division Strat 2 du service d'action extérieure de l'Union européenne, qui a une RAS, Rapid Alert System, qui s'intéresse à la désinformation. Moi, j'ai beaucoup échangé avec eux. Malheureusement, je vais pêcher des signalements concernant la France sur leur plateforme, ce qui est quand même un tout petit peu paradoxal. Il faut connaître son existence. Et sans ce retour, par exemple, des logiques éditoriales qui ne sont pas simplement des volontés de logique d'influence, mais des censures qui sont faites explicitement, comme celles que je rappelais, ne seront jamais dans les cadres, donc la question ne serait jamais posée. Enfin, je voulais vous demander quel type de collaboration, coopération sur le cas de TikTok, puisque c'est un cas quand même assez particulier et international, vous avez avec les autres régulateurs, membres de l'ERGA,
Est-ce que, à ma connaissance, il y a eu des sollicitations qui ont été faites auprès des autorités de régulation néerlandaises sur TikTok? Il y a un dossier, on parle beaucoup du Danemark ou d'autres, du Canada, mais il y a un certain nombre de questions qui se posent aux Pays-Bas. Moi, j'échange beaucoup avec mes collègues parlementaires des différents pays. Je me dis, on a un problème quand même un peu en France de parangonnage, et sur un sujet comme ça, il est intéressant que vos homologues, même si des fois les périmètres ne sont pas tout à fait les mêmes, soient suivis. Voilà, j'insistais sur ces questions-là, parce que je crois notamment que le problème que je posais, c'est-à-dire l'incitation sur un public dont c'est naturellement un petit peu la tendance, compte tenu de l'âge à la transgression, est extrêmement gênante, parce que la conservation des données, leur traitement, peut amener à des formes, il n'y a pas de droit à l'oubli si on a un opérateur extérieur, et évidemment, dans ces statuts et dans le droit international, TikTok a le droit de transférer à sa maison mère les données. Après, c'est l'usage qui en est fait, et le fait qu'il n'y ait pas de régulation type RGPD qui s'applique aux pays qui demandent, en l'occurrence la Chine. Donc tous ces aspects-là, on aimerait les voir en lumière. On parlait de silos, on aimerait approcher quand même TikTok. Alors j'ai bien compris qu'il y a des choses qui ne sont pas de votre sort, mais de manière systémique, puisque la plateforme a un fonctionnement systémique, comme beaucoup d'ailleurs de ces grandes plateformes, mais en particulier de toutes les stratégies d'influence qui émanent de la République populaire de Chine. Voilà, donc système d'alerte, est-ce que le CSA ou à l'instar de Pharos, ça pourrait exister? Parce que ça aura un sens, sachant que vous ne pouvez pas aller voir les contenus de chaque personne. Non. Et les chercheurs ont de grandes qualités. Je suis docteur en sciences de l'information et communication et enseignant. On a beaucoup de mal, y compris quand on demande des recherches sur le sujet, d'arriver à construire qui est des choses qui aient une validité en termes d'observation des contenus, qui ait une validité scientifique, qui ne soit pas du pur aléatoire ou du constat personnel ou d'un échantillon non représentatif de personnes. Alors, en fait, vous noterez qu'il y a un décalage. On est intarissable à documenter les défauts de Twitter, qui sont réels. Et on ne sait très peu de choses sur TikTok. Et la différence est que Twitter, qui a beaucoup de défauts, mais le Twitter, alors peut-être d'avant Elon Musk, a toujours très très tôt mis en place un accès massif à ces données pour les chercheurs et pour les médias via une interface de programmation, une API, l'API Twitter. Et c'est parce qu'ils ont fait ça qu'on est intarissable à dénoncer les défauts de Twitter. Et c'est pour ça que j'insiste sur ce point, parce que nous souhaitons, via le cadre européen, mettre en place l'API de TikTok. Pour arrêter, parce que nous ne voulons pas minimiser les défauts de Twitter qui sont réels, mais nous voulons juste que les gens prennent conscience que si on est aussi compétent, c'est parce qu'ils permettent cette transparence. Si on connaît beaucoup de défauts de Facebook, c'est aussi parce que Facebook avait créé un outil qui s'appelle CrowdTangle, qui permet beaucoup d'observations et qui était accessible par les médias américains, et beaucoup des reportages qui ont été faits par les médias américains qui caractérisent les défauts de Facebook venaient de l'exploitation de ces données. Aujourd'hui, CrowdTangle et l'API de Twitter, c'était deux exemples qui relevaient de l'initiative de ces deux entreprises. À tout moment, elles peuvent disparaître. Et c'est pour ça qu'il y a eu une bataille très forte pour loger dans le règlement sur les services numériques européens, le RSN, cet article 40 qui, pour la première fois, dit qu'il y a un droit des chercheurs qualifiés à accéder à ces données pour participer à la mise en œuvre de ce règlement. Pour répondre exactement à votre question, et on pense que c'est plus puissant que simplement dire le régulateur peut. La puissance de ce système, en plus, on sait que c'est faisable dans le respect du règlement général de la protection des données. On peut totalement, ça ne doit pas donner un nouveau Cambridge Analytica. On sait que c'est faisable en plus parce qu'on le fait en France. En France, tous les chercheurs français et d'ailleurs étrangers peuvent accéder à toutes les données fiscales des Français, toutes les données sociales des Français, dans des buts de recherche, dans un environnement totalement contrôlé.
Ça s'appelle le Centre d'accès sécurisé des données. C'est un groupement d'intérêt public piloté par l'INSEE, pour faire court, et dans lequel vous pouvez demander, en vous faisant agréer, en disant mais voilà, je voudrais faire telle recherche pour évaluer la pertinence de telle politique publique, politique fiscale, j'ai besoin d'accéder aux données fiscales pour faire ces recherches. Les données vous sont mises à disposition dans un espace sécurisé. Tout ce que vous faites est enregistré pour vérifier effectivement que vous n'êtes pas en train d'extraire l'information personnelle, et vous pouvez ressortir les données. Et tout ceci est tamponné et certifié conforme avec le règlement général de la protection des données qui s'applique totalement à TikTok. Et donc, je ne veux pas évacuer la question sur savoir est-ce qu'il y a un énorme enjeu de sécurité des données avec TikTok, mais c'est vraiment l'enjeu de faire respecter le RGPD, c'est l'enjeu des CNIL européennes qui s'en sont saisies. Simplement, nous, Arcom, nous ne sommes pas responsables et nous n'avons pas essayé de dupliquer. Par contre, nous sommes en train de construire un partenariat avec la CNIL française, avec les autres CNIL, pour veiller justement à activer cet accès des données, à pouvoir généraliser cette API Twitter à toutes les plateformes pour permettre d'avancer. Après, vos paroles, je bois du petit lait sur vos paroles sur le fait qu'on doit travailler avec nos partenaires européens, parce qu'on est convaincus que c'est en travaillant ensemble, avec du parangonnage, en allant chercher la diversité. On est très fiers, avec l'aide de Sciences Po et de l'Institut Mines Télécom. En janvier, on a organisé une conférence internationale à Paris sur l'accès des chercheurs aux données, avec la présence de la Commission européenne et de la présidente du régulateur irlandais. Je ne vous cache pas qu'on cultive notre relation avec nos amis irlandais parce qu'on a une nouvelle gouvernance dans le DSA, qui est plus puissante que celle du RGPD et qui dit qu'il y a encore un rôle pour les régulateurs irlandais, mais il y a la Commission européenne en plus qui rentre avec toute sa puissance justement pour sortir de ce point de faiblesse qu'on avait avec le principe du pays d'origine, et de dire non quand c'est très grands acteurs. On a la Commission européenne en plus, et tous les régulateurs viennent. C'est la présidence française qui a obtenu ça dans le règlement, et donc on essaie de le mettre en avant, et on a une dynamique extrêmement positive. Parce qu'à la fin, les chercheurs qui vont accéder aux données de TikTok, de Facebook, de Google devront être agréés par le régulateur irlandais, qui pourra s'appuyer sur un préagrément donné par le régulateur national, c'est-à-dire a priori par l'Arcom, si c'est l'Arcom qui est désigné comme Digital Service Coordinator, coordinateur des services numériques. Donc oui, c'est un nouveau modèle. Ça ressemblera plus à la logique du réseau des banques centrales, où c'est vraiment des capacités institutionnelles dans chaque pays, une capacité institutionnelle au centre, et ça fonctionne comme un réseau. Aujourd'hui, on vient d'un monde où, sur la lutte contre la manipulation de l'information, vous aviez le travail qui était fait à l'Union européenne avec le code de bonne pratique contre la désinformation, et en France, vous avez la recommandation de l'Arcom sur le même sujet. Et on essaye de faire converger ces dynamiques en disant, mais dorénavant, on a une dynamique européenne et on va tous participer à vérifier qu'elle est vraiment mise en œuvre par les plateformes dans chacun de nos géographies et qu'elle est vraiment pertinente, et revenir en exercice pour dire on en veut plus ou différemment dans le cycle suivant. Moi, j'insistais sur le système d'alerte parce qu'on l'a vu avec Pharos. Alors, on a eu l'occasion, c'est quand même un recueil de données. Alors, il y a beaucoup de déperditions et ça ne couvre pas tout. Et quand je suis allé voir le système d'alerte sur la désinformation, donc au service d'action extérieure de l'Union européenne, j'étais quand même assez bluffé du niveau et le fait qu'il y ait un lieu de recueillement de ce signalement aujourd'hui. Moi, je ne sais pas orienter quelqu'un qui me dit je suis victime d'une censure sur telle ou telle plateforme. Alors, on est en train de construire la réponse, là aussi, dans la logique du règlement sur les services numériques européens, c'est de faire fonctionner une série de réseaux. Donc, je ne représente pas aujourd'hui l'Arcom, je représente l'Arcom, un membre de l'ERGA, le réseau des régulateurs européens, et demain, j'espère, l'Arcom, membre du Conseil des services numériques, qui sera le réseau des DSC. L'Arcom essaye de travailler en réseau au niveau national, avec Pharos, bien évidemment, avec le parquet national numérique sur la haine en ligne, avec Viginum, qui est un système de surveillance de l'État, et nous avons commencé à poser les bases, de dire qu'il faut arriver à poser des réseaux avec la société civile, avec le réseau, avec le monde académique, pour mobiliser. On a déjà commencé à le faire dans la précédente élection présidentielle, et on sait qu'il y a un enjeu, il faudra le faire de manière encore plus puissante, de manière plus coordonnée dans les prochains cycles électoraux, parce que
nos sociétés se numérisent toujours plus, le débat public se déplace toujours plus et à cheval entre les médias éditorialisés et les médias algorithmiques, et donc il faut progresser à chaque fois pour aller plus loin, pour être capable de réagir. On a pu le voir, ceci étant dit, dans la campagne présidentielle la dernière, quelques semaines avant l'élection, un vendredi, Twitter a fermé par erreur une série de comptes d'une des campagnes électorales. Et tout de suite, ça a tourné vinaigre sur Twitter, parce que les gens ont vu leur compte fermé, et c'était le premier rang de militants d'un des candidats. Ça nous est remonté par 3 canaux en l'espace de très très vite. Et on s'est retourné vers Twitter, qui savait qu'il devrait nous rendre des comptes. Non, il ne s'attendait pas à ce qu'on lui dise quoi faire, mais il savait qu'il devrait nous rendre des comptes de comment il gère la situation. Et donc tout de suite, il nous a dit, ben oui, j'ai un algorithme qui a mal tourné et qui a fermé par erreur ses comptes, l'avait mal paramétré, j'ai déjà corrigé. Il a dit oui, et il dit oui, et je vais communiquer pour expliquer, parce qu'on a dit, vous devez gérer, obligation de diligence, et vous devez faire savoir ce que vous faites. Et c'est devenu une péripétie. Vous pouvez retrouver quelques articles dans quelques journaux qui en ont parlé et qui en ont rendu compte. Et c'était notre objectif, d'avoir ce maillage pour que tout le monde réagisse vite et que ces péripéties informationnelles, à la fin, ne soient pas des incidents dans le fonctionnement de nos démocraties. On a retenu aussi de la leçon, on l'a mentionné dans notre rapport public. D'abord, la CNCCEP, la commission électorale, a mentionné que la coopération s'était bien faite avec les plateformes, avec Viginum, avec l'ARCOM. Nous-mêmes, après, dans notre rapport, on a vu à quel point il faudrait être vigilant dans le futur, à bien insister auprès de toutes les campagnes des partis politiques sur le fait que sur les plateformes, toutes les lois s'y appliquent, y compris les lois sur le copyright et sur la protection de la propriété intellectuelle, parce qu'on n'est pas passé loin d'avoir certaines chaînes sur les réseaux sociaux qui soient fermées pour infraction au droit moral des auteurs, et ce qui aurait été une péripétie inutile dans le fonctionnement du jeu politique. Donc on voit qu'en permanence, il faut s'adapter, construire des réseaux, mobiliser, et pour faire face à un espace qui est toujours plus numérique. En même temps, quand il y a des candidats qui eux-mêmes ont des problèmes de droit d'auteur sur leurs clips, vous n'êtes pas aidé non plus. Monsieur Dossu avait une question à poser. Oui, merci, Monsieur le Président. J'aurais une question un peu plus terre-à-terre. Vous avez parlé de moyens dérisoires de l'ARCOM pour la régulation, mais justement, c'était pour vous faire peut-être préciser là-dessus. J'ai bien compris que vous n'avez pas un rôle de régulateur au sens expert qui allait chercher directement chez les plateformes certaines exigences en termes de normes, etc., que c'était plus du déclaratif de la plateforme et que vous étiez là pour mettre la lumière sur les algorithmes ou sur la façon dont les plateformes fonctionnent, sur leur mode de fonctionnement, et laisser les chercheurs après travailler avec cette matière-là et dans un cercle vertueux améliorer tout ça. Donc moi j'ai une question bassement pratique et budgétaire. Au sein de l'ARCOM, ça représente combien de personnes, en pourcentage peut-être des ressources humaines dédiées à ce travail en lien avec les plateformes? Ça représente une part importante. Est-ce que ça va progresser? Est-ce que c'est amené à progresser? Et puis sur ce travail avec les chercheurs, est-ce que l'ARCOM va être porteur d'appel à projet en propre pour exiger des chercheurs ou demander à faire la transparence et à analyser un peu les retours des plateformes? Est-ce que vous allez travailler en tant que porteur d'appel à projet? Et puis, l'ARCOM, c'est la fusion CSA-Adopi. Donc, vous avez aussi, vous l'avez dit, un lien avec les médias que vous appelez éditorialisés contre les médias algorithmiques. Vous avez fait l'opposition entre les deux. Ce qui nous intéresse un peu aussi dans cette commission, c'est de savoir comment ces algorithmes ont en quelque sorte façonner le débat, polariser le débat. Et donc, est-ce que vous observez une dynamique, la même dynamique de polarisation du débat? Nous, c'est ce qu'on peut observer aussi, mais peut-être que vous, avec votre poste d'observation, c'est plus simple, de lien entre la façon dont les algorithmes ont accéléré une forme de polarisation et comment ça s'est traduit dans les médias éditorialisés classiques. Et est-ce que les deux maintenant fonctionnent de la même façon avec voilà, une polarisation extrême de tout ça? Alors, aujourd'hui, on a trois... Vous avez une direction des plateformes en ligne. J'ai à ma droite son directeur adjoint, qui a 8 personnes.
Mais on a une deuxième équipe qui est dans nos directions des études, qui porte justement tout cet enjeu d'accès des chercheurs aux données. Donc là, on peut encore rajouter 1 ou 2 personnes sans doute qui travaillent sur le sujet. Et puis, on a une partie de l'équipe qui est dans la direction Europe et internationale, parce qu'il y a un énorme enjeu comme de travail en réseau. Et tous ces groupes convergent dans ce qu'on appelle dans le vocabulaire de l'ARCOM, qui vient de son héritage chez ESA, dans un groupe de travail que je préside. C'est à ce titre que vous m'avez invité à venir, qui est le groupe de travail supervision des plateformes en ligne, où on veille à la coordination, à faire avancer ça. Ces équipes ne sont pas suffisantes, elles ont vocation à grossir et le budget qui a été adopté par le Parlement pour l'année 2023 pour l'ARCOM permet de faire une montée en puissance. Elle devra s'étaler sur plusieurs années. Il faut toujours un peu de temps pour faire les montées en puissance. Il faut avoir une taille critique. Il faut avoir une taille critique, notamment pour être capable de mener certains travaux avec nous, y compris pour être crédible, pour animer ce réseau avec la recherche extérieure et comprendre leurs problématiques. Mais il ne faut pas vouloir les contrôler. La force du monde de la recherche, c'est sa décentralisation, c'est le fait qu'ils se posent leurs propres questions et qu'on ne sait jamais où on décrète l'innovation. Et c'est ça, cette force. On se voit un peu comme avoir un rôle d'animateur, vraiment de leur mettre le pied à l'étrier pour qu'ils voient tout le potentiel du texte européen. Mais je pense que... je me permets de faire aujourd'hui un appel à la représentation nationale et au gouvernement pour qu'il y ait des budgets qui soient mis en place, des programmes de l'Agence nationale de la recherche pour aller sur ces sciences sociales et des sciences du numérique et sur des programmes interdisciplinaires. Vu l'enjeu de ces médias, du rôle qu'ils prennent, on vit dans un monde numérique et en partie, vous m'avez rappelé que j'ai été directeur général de l'ARCEP, j'ai travaillé au déploiement de la fibre optique, au déploiement des réseaux mobiles. On a un peu trop réussi, on pourrait dire. C'est-à-dire que la vitesse à laquelle on est tous dans un monde où on a tous un smartphone, une capacité à aller chercher de l'information a été plus vite que le développement de nos compétences, de notre citoyenneté numérique, de ce sentiment de responsabilité. Et il faut arriver à rattraper tout ça. Donc on a aussi des réseaux à développer qui sont des réseaux territoriaux. Et c'est extrêmement important. On a la chance à l'ARCOM d'avoir des ARCOM locaux, avec dans chaque région un ARCOM local, avec des gens qui sont engagés, qui aujourd'hui historiquement travaillaient à mettre en œuvre la régulation des radios locales, principalement, et un petit peu des télévisions locales, mais qui de plus en plus, on est en train de réfléchir, on a commencé comment s'en servir comme étant des activateurs pour descendre et amener les outils qu'on va construire au niveau européen, pour les amener dans toutes nos géographies. Si je prends l'exemple du harcèlement scolaire, on va peut-être trouver, grâce à cette mécanique, dire il y a un risque systémique là-dessus, qui appelle des réponses, la construction d'outils par chaque plateforme, et la question va être de dire, mais très bien, mais quand on l'a ramené à l'ARCOM à Paris, on n'a rien fait. Comment on descend un cran plus loin, et donc on a commencé à faire des premiers repérages pour voir comment est-ce qu'on travaille avec les collectivités territoriales, les élus locaux, et on a les premiers tours en disant, ça en renvoie, formation des élus, une approche où on laisse les territoires se réapproprier le sujet numérique dans la globalité, parce qu'effectivement, la démarche est plus globale. Ça va de la cybersécurité jusqu'à la citoyenneté numérique, et on est en train de réfléchir comment là aussi on passe à une échelle systémique nous-mêmes et créer des nouvelles dynamiques. Ça demandera quelques moyens, effectivement. On aura l'occasion de revenir. Alors, vraiment toute petite, parce que je voulais que monsieur le rapporteur puisse terminer les questions qui lui restaient et qu'on puisse conclure. Non, c'est la question qui m'a été signalée par un autre collègue qui mène une mission sur la musique, qui me disait que TikTok ne payait pas les taxes sur les services vidéo et la taxe sur le numérique, alors que les GAFAM se la quittent. Alors, je ne sais pas si c'est du ressort de l'ARCOM, mais quel type de sanctions? Parce que quand vous pouvez interdire ou en tous les cas résilier un contrat de diffusion pour une chaîne, pour une radio, quel type de sanctions vous avez par ailleurs vis-à-vis d'un service comme celui-ci qui ne respecte pas les obligations minimales? Alors, je ne suis pas sûr de pouvoir répondre précisément juridiquement sur le sujet, mais
l'Arcom, vous le savez, est aussi l'héritière de l'ADOPI, donc on a un mandat spécifique sur le sujet, et donc on sera toujours disponible, ne serait-ce que pour faire un premier exercice de médiation et de mettre les gens autour d'une table et de faire avancer le sujet. Sinon, votre question me permet de le rappeler, le pouvoir de sanctionner des plateformes comme TikTok dans l'architecture du règlement sur les services numériques, toutes les plateformes en fait est répartie entre la Commission européenne et les régulateurs des différents États membres. Donc pour un non-respect du régime le plus important, celui des risques systémiques que j'ai mentionné pour les très grandes plateformes en ligne, c'est la Commission européenne qui porte ce pouvoir. Donc et elle a prouvé qu'elle savait mettre des amendes records sans état d'âme aux très grandes plateformes américaines. Voilà. Et pour les plateformes de moindre envergure ou pour les obligations simples, ça repose sur le régulateur du pays où la plateforme est installée. Donc typiquement, le régulateur des services numériques, le coordinateur des services numériques français sera doté par la loi d'un pouvoir de sanction qui pourra exercer auprès des acteurs qui seraient installés en France, y compris à la demande des autres régulateurs. Donc c'est aussi le point auquel je voulais arriver, c'est-à-dire qu'on va avoir un rôle d'être... Alors, la mécanique du règlement sur les services numériques, justement, essaie de faciliter ça et met bien en place un réseau de régulateurs. Et donc, quand vous serez une association en France qui sera, je garde cette image toujours, de lutte contre l'obésité motivée en disant « mais il y a une réalité, ça n'est pas mis en œuvre », elle pourra se retourner vers le régulateur français, qui transmettra au régulateur irlandais, et ça deviendra directement une relation entre régulateurs, de dire je vous transmets la plainte, à vous de la gérer. Et réciproquement, nous, on pourra recevoir des plaintes, sachant que vous savez qu'on a une plateforme en France qui est peu connue en France, qui s'appelle Yubo, qui est un réseau social, mais qui a un très gros succès dans les pays anglo-saxons et qui parfois pose des soucis dans les pays anglo-saxons. Et donc on s'attend à ce que nous aussi on recevra du coup des demandes de l'Irlande et peut-être extra-européennes pour aller sur le sujet. Donc il y a vraiment cette logique de fonctionnement en réseau et de mobilisation qui est vraiment va à un niveau supérieur, et on a tiré les conséquences et l'expérience du RGPD pour avoir une efficacité renforcée. Merci bien, monsieur le rapporteur. Merci beaucoup, monsieur le président. Je crois qu'on approche du terme de cette réunion. Je voudrais vous poser deux questions. La première, qui est une question que je vous avais posée tout à l'heure, elle ne concerne pas les données, mais vous n'y avez pas répondu, et je vous disais justement que c'est une question qui intéresse beaucoup plusieurs membres de la commission, c'est la question de l'âge. Alors la question de l'âge, c'est une vaste question, elle ne concerne pas que TikTok. On a bien suivi l'épisode un peu malheureux pour l'Arcom de la plainte contre les sites pornographiques dans laquelle vous n'avez pas eu satisfaction. Éventuellement, peut-être, je voudrais vous demander si le chemin juridique suit son cours de ce point de vue-là, ou s'il est terminé, mais ce n'est pas la question évidemment d'aujourd'hui. Pour TikTok, c'est une autre question. Elle est bien entendu en rapport, puisqu'il s'agit des mesures de contrôle de l'âge. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, parce qu'il paraît évident, les associations de parents nous le disent, que les enfants de 8 ans passent leur nuit, enfin que des enfants de 8 ans passent leur nuit sur TikTok, etc. Est-ce que dans la réunion du 13 mars, vous avez eu, de ce point de vue-là, vous avez évoqué le sujet, et est-ce que vous avez eu des explications ou des engagements de la part de TikTok? Et puis la deuxième question, elle vient de ce que vous disiez tout à l'heure. On a bien compris l'importance des API et de la nécessité des API pour lancer le débat à l'échelle de l'ensemble du public et pas seulement à l'échelle des spécialistes. Est-ce que cette question a été abordée dans la réunion du 13 mars? Est-ce que TikTok a pris des engagements? Et sinon, est-ce que l'application du DSA, est-ce que vous pouvez nous donner un calendrier qu'il existe peut-être, il est peut-être public, mais je ne l'ai pas en tête, un calendrier de l'application du DSA en France, et notamment sur ce sujet-là. Je veux dire de l'application quand ça deviendra une contrainte juridique. Oui.
Merci, monsieur le rapporteur. Alors, je réalise que je n'ai pas répondu aussi clairement à la question entre plateforme et médias. On voit justement, et c'est tout l'intérêt de se saisir de ce sujet de régulation des plateformes de médias algorithmiques à l'ARCOM qui s'occupe de médias audiovisuels, qu'on a un seul espace informationnel dans lequel nos sociétés fonctionnent, l'opinion publique se forme, l'information s'en sert, et on a deux moteurs, les médias éditorialisés et les médias algorithmiques. Et l'ARCOM, effectivement, encore hier, j'étais avec ma collègue Bénédicte Lesage, qui préside un groupe de travail, elle, sur la santé publique, et je suis son vice-président, et on travaille justement sur ce problème des chartes alimentaires qu'on demande aux médias audiovisuels de souscrire et dans lequel on demande d'agir de manière plus responsable, et on souhaite potentiellement qu'ils en fassent plus. Et effectivement, dans le dialogue avec eux, ils nous disent « mais vous nous en demandez beaucoup et vous ne demandez rien aux plateformes numériques ». Et on voit que là aussi, on va pouvoir, je me projette dans le futur, hein, mais c'est dans le règlement sur le service numérique qui est notre avenir, on va pouvoir dire, mais on a identifié un risque systémique, vous avez pris des engagements, et qu'on va pouvoir du coup aborder, parce qu'on a eu des données, on a des données qui ont été préparées par nos équipes, et qui montrent à quel point la durée d'écoute individuelle baisse tendanciellement sur les médias audiovisuels, mais encore plus fortement sur les jeunes. Or, on est comme vous, on pense que nos jeunes, hélas, passent toujours plus de temps sur les écrans. Et donc, s'ils ne les passent pas à regarder la télévision, c'est bien qu'ils regardent autre chose. Et donc, il faut bien avoir une approche globale et qu'on va pouvoir justement avoir des approches intégrées. Et les équipes de l'ARCOM qui travaillent sur ces sujets transverses de cohésion sociale vont pouvoir, dans le futur, justement travailler sur les deux pans, les deux familles de médias pour avoir une meilleure efficacité. Sur le sujet de l'âge, ça n'est pas le plus simple, et aujourd'hui, d'un point de vue juridique, on n'est pas armé, on n'a rien pour le sujet. On est comme vous, on doit constater que, effectivement, les limites d'âge ne sont pas respectées. C'est aussi vieux comme le monde, dans le monde réel non plus, hein, mais l'objectif reste pertinent. Mais on ne vous la demande pas toujours. Mais il faut avancer. On aura là aussi, il est clair que de notre point de vue, et il est évident qu'il va falloir identifier un risque systémique sur toute cette plateforme qui est la mise en danger des mineurs. Et que ça va nous permettre d'avoir le support juridique pour revenir en disant donc le statu quo, encore une fois, n'est pas possible. Que proposez-vous ? Mais tous ces sujets il n'y a pas de solution merveilleuse. Parce qu'il n'y a pas de miracle. Si on veut mieux caractériser l'âge des jeunes, ça veut dire qu'on va mieux caractériser l'âge des adultes aussi. Donc c'est une pièce à deux faces. Donc on va buter sur d'autres difficultés, mais ça doit avoir lieu et il faut progresser. Il est clair que ça n'est pas raisonnable. On ne peut pas laisser filer comme ça l'usage. Nous, on est extrêmement convaincus. Et là aussi, on réfléchit en disant, mais souvent, des solutions peuvent exister. Et la question est souvent la question de comment réussir la généralisation, la montée en puissance. Et donc, il y a un enjeu, effectivement, de communication et donc parfois de demander aux médias audiovisuels de nous aider pour faire savoir. Sur 98% des terminaux utilisent deux systèmes d'exploitation, iOS d'Apple et Android de Google. Sur ces deux systèmes d'exploitation, vous avez des systèmes de contrôle parentaux au sens large extrêmement sophistiqués, avec une ergonomie qui a fait des progrès phénoménaux, mais qui sont peu employés. Et donc le premier enjeu, c'est sans doute de mobiliser et de susciter l'usage. Et donc de travailler avec des réseaux d'associations de parents d'élèves, de collectivités territoriales, pour provoquer l'adhésion et utiliser. Là aussi, on a beaucoup de dispositifs. Et à un moment où il faut aller chercher la culture américaine, que la culture européenne est excellente à concevoir des systèmes puissants. La culture américaine sont meilleures à livrer le résultat. Et là, il faut se retrousser les manches. Il y a beaucoup de choses qui sont sur étagère et qu'on peut mobiliser. Je vous remercie d'abord pour l'exposé et les questions. Je pense que c'était extrêmement intéressant pour tout le monde. Je vous remercie dans un domaine où ça ne doit pas être simple tous les jours de pratiquer aussi peu l'anglicisme.
Alors, vraiment, de ce point de vue-là, vous êtes épatant, monsieur. Donc, on a parlé de parangonnage, on a parlé de coordinateur service numérique, c'est extraordinaire. Voilà, on vous remet un badge comme on fait sur les réseaux sociaux. Merci, Monsieur le Président. Merci infiniment. Merci, et bien évidemment, les questionnaires qui vous ont été adressés, c'est dans le cadre de la commission d'enquête que les réponses sont soumises aux mêmes dispositions, ce qui vous permettra de préciser peut-être ce qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer. Voilà. Avec plaisir. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Bonne journée à toutes et à tous.